J'y suis pour rien. Bon, c'est un film de propagande, mais il est quand même bien mieux fait que celui de Macron sur l'Europe. Hein. Alors vous pardonnerez mon émotion, mais je n'ai plus vraiment l'habitude des salles nombreuses et enthousiastes. Donc je suis un peu perturbé. Mais je voudrais évidemment remercier celles et ceux qui m'ont précédé, Éric, Marion, Marie, Loïc, remercier les camarades qui ont préparé ce bel événement, envoyer un salut fraternel. Alors là, je ne les vois pas parce que j'ai la lumière dans les yeux, mais pour les copains qui sont dehors, qui bravent le froid et qui veulent participer à cette belle soirée, salut à vous. Avec Loïc, on est allé essayer de leur donner du courage. Peut-être pourriez-vous organiser une rotation au milieu des discours, ou en tout cas au milieu de celui du discours de Jean-Luc, qui sera plus long que le mien, n'en doutez pas. Salut donc à vous toutes et tous d'être venus si nombreux pour ce moment important. Alors une phrase de François Mitterrand illustrait ce film, la liberté est toujours une rupture. Il y a quelques semaines, juste avant de quitter le Parti socialiste, avec quelques camarades, nous nous sommes rendus au siège de la rue de Solferino, qui aujourd'hui a été vendu, pour y glaner quelques souvenirs d'une longue vie partisane que nous nous apprêtions à quitter. Et parmi l'amoncellement des affiches et des livres qui étaient promis à la benne, à la poubelle, nous avons eu une chance folle. Nous sommes tombés sur un exemplaire, une édition originale d'un livre de François Mitterrand, La paille et le grain, qui avait été dédicacé en 1974 à une ancienne permanente du Parti socialiste. C'est une série de chroniques qui commence avec le congrès d'Épinay en 1971 et qui finit en 1974 avec la défaite électorale à l'élection présidentielle. Mais c'était une défaite d'avenir, puisque c'est en méditant cet échec que la gauche a été capable de se rassembler et de gagner en 1981. Et ce qui m'a frappé en refermant ce livre, c'est la tranquille assurance de celui, et à travers eux, de tous les militants qui se reconnaissaient en lui, qui ont été confrontés à l'adversité, qui ont été confrontés à la défaite, mais qui gardent inentamée leur foi dans le socialisme, qui gardent inentamée leur détermination, leur enthousiasme pour changer la vie, pour changer le monde, parce qu'ils savent que ce pourquoi ils se battent est juste et bon. Eh bien, cet enthousiasme, cette foi, cette détermination, je la retrouve ce soir avec vous. Et franchement, je suis fier et heureux d'être ici. Fier et heureux d'être ici. Fier et heureux d'être ici. Et à la fin de ce livre, et après on va passer à l'actualité du moment, il y a une phrase de François Mitterrand, il dit « Je me sentais... » Nous avons des espérances multiples, mais vous attendez quand même pas de moi que je commence par Trotsky. Ça viendra plus tard dans le discours. Il disait, je me sentais en harmonie avec moi-même et de plein pied avec l'histoire. Alors je ne sais pas si nous sommes de plein pied avec l'histoire, mais ce que je sais en tout cas, c'est que les camarades qui sont là dans cette salle et qui m'ont suivi, et moi, nous sentons à notre place ici ce soir. Oui, nous nous sentons à notre place ici ce soir. Et il n'y a rien de plus rassérénant, il n'y a rien de plus enthousiasmant, il n'y a rien de plus revigorant que de se sentir en harmonie avec soi-même, avec tes camarades avec qui on partage des convergences idéologiques et des combats communs. Et avec le peuple. Avec le peuple, évidemment. Sinon, je ne serai pas là, sinon vous ne serez pas là. Alors avec moi, ce sont des centaines, des milliers d'élus et de cadres qui ont rejoint cette démarche. Mais je voudrais, permettez-moi juste 2 minutes, m'adresser, il y a encore certains
camarades dans ces sens qui sont encore au Parti socialiste, qui hésitent, qui ont des doutes. Eh bien, j'ai envie de m'adresser aussi à eux. Oui, la liberté est une rupture. Et il y a des ruptures salutaires, nécessaires, bienfaisantes. Rome n'est plus dans Rome, comme disait le héros de Corneille, et le socialisme n'est plus dans un parti qui en arbore le nom, mais qui depuis longtemps a tourné le dos à ses principes élémentaires. Alors, chers camarades, rejoignez-nous, chers camarades, puisque seuls comptent les idées. Faites un exercice. Prenez les textes que nous signions hier encore ensemble et comparez avec le programme L'Avenir en commun. Y a-t-il franchement tant de différences? La réponse est non. Nous parlons la même langue. Parfois, ça n'est pas totalement la même syntaxe, mais en tout cas, c'est la même grammaire. Et puis entre nous, je ne parle ni basque ni béarnais, je m'en excuse par avance. Et puis entre nous, qu'est-ce qu'il y a de plus exaltant? S'engager dans une aventure collective nouvelle ou avoir comme seul choix de mettre son destin entre les mains au choix de Ségolène Royal ou de François Hollande? Chers camarades, j'en vois quelques-uns. Oui, la retraite à 60 ans, pour cela, je suis d'accord. Pour cela seulement. Alors oui, je vous le concède, quand on fait le choix de la rupture et quand on décide que les convergences avec les militants de la France insoumise justifient un rassemblement, une action commune, il y a une forme de bizutage que nous réserve la confrérie des bien élevés. Depuis 3 semaines, j'ai gagné mes galons de xénophobes, de nationalistes, de populistes, de souverainistes. Et tout ça en étant étiqueté d'extrême gauche. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Vous êtes habitués, moi pas encore. Ma mère est un peu traumatisée. Elle me dit « As-tu changé à ce point ?» Je lui dis « Rassure-toi, ça va. » Car cette hostilité pavlovienne, cette frénésie de qualificatifs désobligeants, en dit à la fois long sur la paresse intellectuelle de nos adversaires, sur leur absence de rigueur, sur leur absence de culture politique, mais aussi, surtout, sur la menace que constitue pour eux, et donc pour l'ordre établi, la progression inexorable de nos thèses. Tous les moyens sont permis pour stopper une force qui bat. Ceux qui ne menacent rien ni personne font l'objet d'une touchante mansuétude. En revanche, la virulence des attaques qui vous concernent est à proportion de la crainte que vous inspirez au système. Et quand celle-ci dépasse le stade normal de la confrontation démocratique, alors il n'y a pas d'autre réponse, pour moi, pour nous, que la solidarité dans l'épreuve. Et c'est l'occasion, pour moi, de redire ici, comme je l'ai déjà dit aux commentateurs toujours très bien intentionnés, qui me précèdent répondre au moment de cette affaire des perquisitions hallucinantes au siège de la France insoumise. Alors, monsieur Morel, vous ne regrettez rien? Je ne regrette rien. Au contraire, ce que je regrette, c'est qu'on glose à l'infini sur les conséquences et jamais sur les causes. Ce que je regrette, c'est qu'on s'attarde sur des comportements ou sur la psychologie et jamais sur les principes. Ce que je regrette, c'est que personne ne pose, en tout cas personne, pas ici, je parlais évidemment, mais au-delà, ne pose la question que n'importe quel démocrate réfléchi, normalement constitué, se poserait. Est-ce que c'est vraiment normal, du strict point de vue des libertés fondamentales, du strict point de vue de la défense des droits de l'opposition, qu'on puisse mobiliser un dispositif aussi disproportionné, aussi inédit, pour des affaires aussi mineures? Eh bien non, ce n'est pas normal.
Et ce que je regrette, c'est l'absence de solidarité de celles et ceux qui sont progressistes, qui se disent progressistes, et qui auraient dû, plutôt que de commenter ad nauseam sur telle ou telle attitude, dire « ce n'est pas acceptable, ce n'est pas possible ». Parce que ce n'est pas seulement une histoire de 2 poids, 2 mesures, ça crève tellement les yeux que plus personne n'ose le contester. Ça crève tellement les yeux que plus personne n'ose le contester. Mais vous savez, en dehors de nos frontières, les observateurs ne s'y sont pas trompés. À ma grande surprise, au Parlement européen, qui n'est quand même pas un repère, Jean-Luc le sait, de gauchistes échevelés, ou de marxistes-léninistes sur le retour, plusieurs de mes collègues, parfois même de droite, sont venus me trouver, non pas pour parler de telle ou telle colère, mais en me disant « mais ça se passe comme ça en France maintenant, chez vous ?» Je suis sérieux, ça se passe comme ça en France, nation politique, terre des droits de l'homme. Vous allez perquisitionner un leader de l'opposition en mobilisant des forces qui sont normalement dévolues à des opérations antiterroristes ou au grand banditisme. Alors oui, si j'ai un regret, c'est bien cela. Si nous avions été sous De Gaulle, sous Sarkozy, nous aurions tous été dans la rue pour dire c'est insupportable ce qui se passe. Ça n'est pas normal ce qui se passe. Nous ne l'avons pas fait. Et je le regrette. Et je regrette d'autant plus que parfois certains de mes anciens amis, au lieu de dire très clairement à qui profite le crime, en viennent à parler d'une affaire Mélenchon. Il n'y a pas d'affaire Mélenchon. En revanche, il y a une affaire Macron. Il y a une affaire Macron. Parce que, oui, il y a une affaire Macron. Et je ne parle pas seulement de cette, on va en parler tout au long de la soirée, de cette politique injuste, brutale, qui suscite une colère légitime, grandissante. Je ne parle pas non plus des cafouillages, des bricolages, des bidouillages qui témoignent de la faiblesse de l'exécutif et peut-être d'un climat de fin de règne assez inquiétant. Je ne parle pas non plus des bourdes, des couacs, des phrases blessantes, des provocations insupportables, encore hier, dont le président et ses affidés se sont coutumiers. Non, moi je parle de choses très concrètes, de coffres-forts qui disparaissent, de barbouzeries qui réapparaissent, de journalistes qui sont cambriolés, de députés qui sont cambriolés, de membres de cabinet présidentiel qui s'improvisent CRS pour tabasser des manifestants, de ministres qui se parjurent. Je parle de ça. Alors oui, il y a quelque chose de pourri dans la Macronie. Et l'occasion nous est donnée, dans quelques mois, de sanctionner non seulement une politique, de sanctionner non seulement un système, mais de sanctionner aussi une pratique du pouvoir, des hommes, des femmes qui aujourd'hui déshonorent les fonctions que les Français leur ont pourtant données. J'ai lu qu'on avait reproché à Jean-Luc d'avoir déclaré que les élections européennes constitueraient un référendum anti-Macron. L'Europe mérite mieux que ça, déplorent en chœur les pleureuses officielles. Mais oui, l'Europe mérite mieux que Macron. La France mérite mieux que Macron. Et il faut être incroyablement naïf ou incroyablement hypocrite pour ne pas voir que cette première élection intermédiaire est l'occasion de sanctionner le pouvoir. Et il faut être incroyablement naïf et incroyablement hypocrite pour ne pas voir qu'il existe un lien étroit, consubstantiel, j'allais presque dire congénital, entre la politique menée par Emmanuel Macron en France et la politique préconisée par les institutions européennes à Bruxelles. Les deux sont liés, évidemment. Et qui dit référendum anti-Macron dit aussi, bien évidemment, référendum anti-Juncker, parce que la réforme de la SNCF, c'est une préconisation de la Commission, ce qu'ils appellent les réformes structurelles. La réforme des retraites, ce qui nous prépare pour l'année prochaine, c'est une préconisation de la Commission.
Les ordonnances travail, cette espèce de texte dégueulasse qui va précariser et rendre plus difficile encore la vie des salariés et notamment des plus modestes, c'est les préconisations de la Commission à Bruxelles. Je discutais hier avec un ami qui est avocat en droit du travail et qui me disait, tu te rends compte, tous les ouvriers, les syndicalistes pour qui je bossais, qui traditionnellement allaient au prud'homme, ils renoncent aujourd'hui parce que leurs seuls frais d'affaires et d'avocat leur coûterait plus cher que le barème auquel ils pourraient prétendre pour être indemnisés à la suite d'un licenciement illégal. Je dis bien illégal. Eh bien, c'est ça la réalité de la politique de Macron, et c'est pour ça qu'il faut évidemment faire de ce référendum, de cette élection européenne, un référendum anti-Macron. Alors bien sûr, ça a été très bien dit tout à l'heure par Marie, je crois. Bien sûr, le combat ne sera pas aisé. Le pouvoir en place, au moyen de clips grotesques, on a pu s'en apercevoir la semaine dernière, entend installer comme seule alternative, en effet, une opposition entre les libéraux et les nationalistes. Peut-être d'ailleurs espère-t-il secrètement qu'à la toute fin de la campagne, ils pourront bénéficier d'une une qui nous dirait faites ce que vous voulez, mais votez Macron. On a connu ça. Nous n'échapperons pas à la dramatisation. Nous n'échapperons pas aux exhortations à faire barrage, barrage de notre corps, au nationalisme triomphant. Nous n'allons pas échapper à toutes les grosses ficelles auxquelles ils nous ont habitués. Alors il nous reviendra à nous de démontrer que le nationalisme des uns et le libéralisme des autres ne sont que les deux faces d'une même médaille, qu'ils se nourrissent l'un l'autre, qu'ils font tous les deux courir un péril mortel à l'idée européenne. Mais il nous reviendra aussi de convaincre que le temps des petits pas, des compromis fades, des arrangements de dernière minute est révolu. Et il faudra aussi convaincre celles et ceux qui disent, parfois des amis, parfois des camarades très proches de nous, qui disent que ce qui compte, c'est de parler de l'Europe dont on rêve. Mais c'est vrai qu'on peut parler de l'Europe dont on rêve, c'est assez facile. Une Europe plus sociale, une Europe plus démocratique, une Europe de la culture, tu l'as très bien dit. Mais la question, ce n'est pas seulement l'Europe dont on rêve, c'est sabotage. Sabotage du pouvoir. Mais la vraie question, c'est comment on y parvient. Et c'est pour ça qu'au cœur de cette campagne, il y aura évidemment la question de la stratégie, comment on construit un rapport de force. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment désobéir? Et quels sont les mots d'ordre forts, clairs, que nous allons mettre en avant? Et je voudrais, pour ne pas être trop long, en aborder un. La sortie des traités. La sortie des traités, c'est à la fois un objectif politique, mais c'est aussi une méthode. Et c'est un objectif doublement concret. Concret d'abord parce que dans notre expérience de parlementaire européen, et certains le seront demain, je l'espère, avec moi, nous mesurons au quotidien combien notre ambition réformatrice, transformatrice, elle va être bridée, corsetée, entravée par des textes qui ont été précisément conçus et pensés pour qu'il n'y ait qu'une seule politique possible. De la même façon, concret, parce que les règles absurdes qu'on nous oppose systématiquement dès que nous voulons changer les choses au niveau national comme au niveau européen, elles ont des conséquences tangibles dans la vie des gens et singulièrement dans la vie des gens les plus modestes. Parce que quand on parle de la règle d'or, ça peut paraître absurde, ça peut paraître abstrait, la règle d'or. Mais c'est une règle qui condamne les gouvernements à mener des politiques d'austérité à perpétuité. Ce sont des peuples martyrisés à coups de coupes budgétaires, à coups de réformes structurelles. Ce sont des territoires délaissés, ce sont des services publics abandonnés, ce sont des chômeurs qui ne retrouvent pas de travail. La règle d'or, aussi abstraite soit-elle, inscrite dans le traité budgétaire, ça a des conséquences concrètes dans la vie des gens. De la même façon, ça peut paraître abstrait de parler des statuts de la Banque centrale indépendante. Souvent dans le débat en disant « mais ce n'est pas la question ». Mais franchement, quand ceux qui ont le pouvoir de battre monnaie, et battre monnaie, ce n'est pas rien, normalement, c'est du ressort de la souveraineté populaire. C'est le peuple qui décide des politiques économiques qui sont menées. Quand ce pouvoir est laissé à des gens indépendants qui, dans leur statut, voient figurer noir sur le blanc que leur seul objectif,
Ça n'est pas la croissance, ça n'est pas l'emploi, ça n'est pas le bien-être, ça n'est pas la préservation de l'environnement, mais seulement la stabilité des prix. Alors oui, évidemment, nous marchons sur la tête et de nombreux peuples, de nombreux pays, de nombreuses personnes sont sacrifiées sur l'autel de l'euro fort et de la lutte contre l'inflation. Alors on nous rétorque, et ça je sais, on l'aura tout le long de la campagne, mais changer les traités, ça n'est pas crédible, puisque nos partenaires ne le veulent pas. Quand on dit partenaire, généralement c'est l'Allemagne, hein, puisque de toute façon c'est quand même elle qui décide, et d'ailleurs à la seule aune de ses critères nationaux et de ses intérêts. Parce qu'on nous reproche souvent d'être chauvin ou nationaliste, mais pour ceux qui connaissent un peu la mécanique des institutions européennes, la vie politique européenne, je peux dire qu'eux ne se gênent pas quand ils ont le moyen d'être hégémoniques pour l'être. Et ils ne se gênent pas non plus qu'ils leur reprocheraient de défendre leurs intérêts nationaux. Ce que je reproche en revanche aux Français, au gouvernement français qui se succède, aux élus français proches de la majorité actuelle, c'est de rarement défendre les intérêts de notre nation et de notre peuple. Mais moi je vous dis, ce qui n'est pas crédible, ce qui est hypocrite, ce qui est mensonger, c'est précisément de prétendre vouloir tout changer en Europe sans d'abord s'attaquer au cadre qui rend impossible toute politique progressiste sur le continent. Alors ceux qui se battent, en tout cas ceux qui battent les estrades en proclamant « et maintenant l'Europe sociale », mais qui n'ont pas le courage d'expliquer que précisément si on ne remet pas en cause la règle de l'unanimité en matière sociale inscrite dans les traités, on n'y arrive pas. Ceux qui n'ont pas le courage de dire que précisément si on n'encadre pas la libre circulation des travailleurs, si on n'est pas capable de mettre un coup d'arrêt à la directive travailleurs détachés, qui aujourd'hui fait qu'en France, à travail égal, on n'a pas de salaire égal, alors ces gens-là sont des hypocrites, ces gens-là font des mensonges, ces gens-là sont des tartuffes, et surtout, ils préparent des lendemains qui déchantent à tous ceux qui à un moment les ont crus. À l'occasion de cette campagne, il faut mettre en débat, il faut mettre en accusation la Sainte Trinité qui figure dans les traités et qui défigure le rêve européen. D'accord. On me dit d'accélérer. Ça tombe bien, j'en suis à la fin de mon introduction. Je me mélanchonise. Vous pouvez l'écrire, messieurs, dames. C'est horrible. Bon, en même temps, je suis quand même beaucoup plus policé. Jean-Luc me le reproche assez. Limite, a encore fait un truc de SOSDEM. Je fais des efforts, pourtant, hein, mais... Il y a du boulot, je compte sur vous pour m'encourager. Je suis là pour ça. Je suis là pour apprendre. Ne rejetez pas a priori quelqu'un qui vient avec de bonnes intentions. Alors je veux parler quand même rapidement de la Sainte Trinité des traités européens. La concurrence libre et non faussée, le libre-échange, la libre circulation des capitaux. Vous avez remarqué, ils mettent le mot « liberté » à chaque fois. Alors c'est pas la liberté politique, hein, parce que pour ça, Juncker a une phrase décisive, d'une candeur ahurissante. Il avait dit « La démocratie s'arrête là où commencent les traités européens ». Il l'a dit pour de vrai. Et d'ailleurs, il en a fait la preuve. Les Français en 2005 s'en souviennent, les Grecs, hélas, s'en souviennent aussi, les Italiens aujourd'hui. Oui, en effet, la démocratie s'arrête là où commencent les traités européens. Non, eux, ils parlent de la liberté économique, mais évidemment, c'est un peu... comment dire vous vous souvenez de la phrase de Karl Marx? Vous avez vu? Ouais. Work in progress. Karl Marx disait « La liberté chez les libéraux, c'est le renard libre dans le poulailler libre. » Ben, c'est exactement ça. Et tous les rédacteurs, parce que c'était un des grands débats, pour ceux qui s'en souviennent, il y en a quelques-uns, le grand débat de 2005 sur le traité constitutionnel, où nous nous étions battus avec beaucoup de détermination sur l'inscription de la concurrence libre et non faussée, à qui on donnait une valeur quasi constitutionnelle. Et nous disions, mais précisément,
ces choses-là vont aboutir à la précarisation généralisée des sociétés et des économies. Et on nous répondait, enfin quand je dis on, c'est les derviches tourneurs de la foi libérale, nous répondaient que la concurrence faisait naturellement baisser les prix et augmentait considérablement le bien-être des gens, de façon aussi naturelle que la loi de la gravitation universelle ou la poussée d'Archimède. Mais c'est un peu ça. Plus d'une décennie après, nous mesurons une fois de plus la pertinence des arguments de ceux qui en campagnent pour le non. Parce que moi, et là je vous parle d'expérience parce que j'étudie ça au Parlement européen avec beaucoup de précision, l'ouverture à la concurrence, la dérégulation qui l'accompagne, c'est toujours le prélude à la privatisation et à la dégradation du service. Toujours. Il n'y a pas d'exception. On le voit. Il n'y a pas d'exception. On le voit évidemment dans le secteur des transports, parce que la réforme de la SNCF, c'est précisément ça, avec les conséquences que nous connaissons, la fermeture des petites lignes. Vous remarquerez d'ailleurs au passage le caractère totalement hallucinant de ceux qui aujourd'hui augmentent la taxe sur le diesel pour les gens, en les accusant de ne pas être assez écolos, et qui ferment dans le même temps les petites lignes, les gares, qui rendent totalement impossible le transport alternatif pour les gens. Vous remarquerez aussi que c'est quand même l'inventeur des cars Macron qui reproche aujourd'hui aux gens d'utiliser le diesel. Enfin ça, passons, on nous a habitués à ce type de contradiction. On le voit dans le domaine ferroviaire, on le voit aussi dans le domaine de l'énergie. Et c'est tout aussi grave. Parce que ce qui est en train de se passer avec la dérégulation massive, avec la hausse des prix, avec la détérioration du réseau, c'est que même dans des pays très développés comme la France ou comme les États-Unis récemment, nous ne sommes plus sûrs aujourd'hui d'avoir non seulement une énergie de qualité, mais un approvisionnement de qualité. Je rappelle que c'est en Californie, un des États américains les plus riches, qu'il y a quelques années, suite à la décision de l'État de tout déréguler, de tout privatiser, ils avaient créé une bourse de l'énergie. Eh bien, le résultat, c'est une panne gigantesque pendant des semaines à Los Angeles, à San Francisco, parce que tous ces gens qui trouvaient ça formidable de mettre en concurrence ne se sont pas rendus compte qu'à un moment, l'énergie, comme l'eau, ce sont des biens communs. Et les biens communs, pour nous, ils doivent être gérés par la puissance publique. Et c'est justement pour ça, chers amis, je vais vite. C'est justement pour ça que nous avons... Jean-Luc me fait signe que j'ai encore quelques minutes. Et c'est justement pour ça que nous avons décidé avec les camarades de la France Insoumise, ça a été annoncé mardi, Manuel Bompard était là et c'est lui qui en a fait l'annonce, que nous lançons une grande opération citoyenne les week-ends des 24 et 25 novembre. Partout où vous pouvez, et dans ce département, je sais que le sujet vous concerne au premier chef, partout où vous pouvez, nous organisons des manifestations pour protester solennellement contre la privatisation des barrages hydroélectriques demandés par la Commission et aujourd'hui réalisés par le gouvernement Macron. Cette action, j'espère qu'elle sera massive. J'espère qu'elle sera popularisée. J'espère que nous serons très nombreux à nous retrouver dans les différents barrages qui aujourd'hui parsèment le pays. Parce qu'il en va à la fois de notre autonomie énergétique, il en va à la fois de la préservation de l'environnement, il en va à la fois de la sécurité des personnes. Il y a des barrages, s'il n'y a pas des investissements massifs, et les investissements massifs, c'est forcément la puissance publique, qui peuvent créer des dangers. Bref, et puis c'est aussi, et je sais que vous y êtes très attachés, c'est aussi le sujet de l'eau, des potentialités de l'eau, de cette eau qu'il faut préserver, mais de cette eau qu'il faut savoir aussi utiliser pour faire marcher l'économie et pour faire marcher le pays. Alors pour toutes ces raisons, le 24 et le 25 novembre, nous n'allons pas colloquer sur le rassemblement, pas le rassemblement, les listes qui donnent envie, les listes qui ne donnent pas envie. Non, nous sommes dans la culture de l'action.
Alors nous serons là le 24 et le 25 pour protéger une certaine idée de la France, une certaine idée du service public, et je suis sûr que nous serons nombreux pour le faire, parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tient tous à cœur. Voilà. Tu l'as dit tout à l'heure, Marie, nous nous opposons... C'est bien Marie, c'est toi qui l'as dit. Tu dis non, mais si, je t'assure. Tu l'as dit, nous nous opposons à l'extension indéfinie du marché dans nos vies. Et donc, en effet, à la concurrence libre et non faussée, nous opposons la logique de la coopération et de la préservation des biens communs. Mais cette logique, nous l'opposons particulièrement quand il est question d'une autre politique de l'Union, qui elle aussi est inscrite dans les traités. Et je veux parler du libre-échange. La politique commerciale de l'Union est l'exemple le plus abouti, le plus emblématique de l'aveuglement des dirigeants et de cette propension à aller dans le mur en accélérant. Vous connaissez tous, vous l'avez lu, l'activisme de la Commission depuis un certain nombre d'années qui ne cesse de signer des accords, tantôt avec les États-Unis, tantôt avec le Canada, tantôt aujourd'hui avec le Japon. Nous étions une poignée, hélas, au Parlement européen au début de la semaine à voter contre l'accord avec le Japon. Il y a d'autres accords dont on ne parle pas. Il y a par exemple en ce moment un accord secret, négocié en Suisse, qui s'appelle le TISA, et qui vise à libéraliser tous les services, éducation et santé compris. Ça, c'est aujourd'hui la politique commerciale de l'Union. Elle a quelque chose à la fois de dangereux et même d'absurde. Dangereux et absurde quand, du point de vue du développement, quand on signe avec les pays d'Afrique, quand je dis on, c'est l'Union européenne, des accords où on leur demande, eux aussi, de faire des réformes structurelles, de libéraliser leur marché, ce qui, à coup sûr, tue toute l'agriculture vivrière qui fait vivre l'immense majorité des gens dans ces pays. Absurde et dangereux d'un point de vue économique, parce que toutes les études d'impact, même celles de la Commission, montrent qu'en termes d'emploi, les résultats de ce type d'accord sont minimes, voire largement négatifs, et que les seuls bénéficiaires des méga-accords commerciaux qui sont aujourd'hui retranscrits sont évidemment les grandes entreprises qui, de toute façon, n'ont que faire des règles, des frontières et des normes. Et d'ailleurs, je livre cet argument à votre sagacité. J'ai beaucoup étudié le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. J'ai évidemment voté contre. Nous avons été battus. J'espère qu'au Parlement, cher Loïc, cher Jean-Luc, vous serez en capacité de vous opposer à ce traité largement néfaste. Mais quand vous regardez dans le dossier du CETA, quels sont les experts qui ont été consultés par la Commission pour rédiger l'accord? Parce que vous savez, quand on fait un accord, on invite des gens pour connaître leur avis, leur intérêt. 90% sont des grandes entreprises et des multinationales. 90%. 10% pour le reste. Les représentants des PME, les syndicats, les ONG, les associations d'environnement, etc., etc. Et après, on s'étonne que dans le CETA, par exemple, il n'y ait aucun mécanisme contraignant pour défendre l'environnement. Et après, on s'étonne que dans le GEFTA, le traité de libre-échange avec le Japon, il n'y ait aucun mécanisme pour protéger l'environnement, pour dire aux Japonais « nous ne pouvons pas commercer avec un pays qui pratique la chasse à la baleine de façon aussi disproportionnée, aussi scandaleuse ». Nous ne l'avons pas fait. Mais surtout, j'insiste sur un point parce qu'on en parle rarement. Le principal danger du libre-échange généralisé, c'est pour l'écosystème, c'est pour l'environnement. L'intensification des échanges commerciaux, qui suppose donc des transports longs, coûteux en kérosène, c'est une aggravation considérable de l'empreinte carbone. Aujourd'hui, il y a 60 000 cargos sur les océans tous les ans. Et un paquebot à l'arrêt dans un port, un cargo à l'arrêt dans un port, c'est équivalent à la pollution de 1 million de voitures. Donc la question du libre-échange généralisé, il est là. Et quand je dis dangereuse et absurde, je pourrais prendre l'exemple qui ferait dresser sur les cheveux sur la tête à n'importe quel citoyen sensé, des tomates qui sont cueillies vertes en Europe, qu'on met dans des cargos, qui mûrissent dans les cargos pendant qu'ils vont vers la Chine,
qui sont transformés en Chine et qui reviennent en Europe. On marche sur la tête. Je peux vous donner un autre exemple. L'Union européenne est en train de finir un accord. L'Union européenne est en train de finir un accord avec la Nouvelle-Zélande. On prévoit, donc c'est quand même un pays qui est à 10 000 km de la France, on prévoit d'intensifier les importations de lait alors que l'Europe connaît une crise de surproduction laitière. Tout est fait pour les financiers, tout est fait pour le profit, tout est fait pour la rentabilité, rien pour l'environnement, rien pour les salariés, rien pour les savoir-faire, rien pour les territoires qui forment notre pays et notre continent. Alors oui, à un moment, il faudra dire moratoire sur les traités de libre-échange, et ce sera aussi un mot d'ordre de la campagne. Oui, moratoire. Et oui, bien sûr. Et oui, bien sûr. Protectionnisme solidaire. Je sais que certains ont peur de ce mot. Mais tous les continents se protègent. Tous les continents se protègent. Le Japon se protège, la Chine se protège, les États-Unis se protègent. Et l'Europe serait une sorte d'idiot du village planétaire qui, au nom de dogmes absurdes, au nom de la religion du libre-échange, laisserait se dégrader la situation de l'emploi et la qualité de l'environnement dans son pays. Alors évidemment, dans cette campagne européenne, il faudra opposer ce message clair, ce message fort, du refus absolu, et ceux qui seront élus sur la liste de la France insoumise prendront cet engagement solennel. Nous ne ratifierons aucun traité qui va dans le sens de la dégradation de l'environnement, des normes sociales, des normes phytosanitaires. Et nous serons nombreux à nous battre pour cela. Alors voilà, vous l'avez compris, sortir des traités, c'est aussi une méthode. La méthode, vous la connaissez, celle des rapports de force, de la dissuasion, de la désobéissance. Savoir sortir des cadres aussi. Je finis sur un exemple. Aujourd'hui, on a appris aujourd'hui laissez-moi en profiter un peu. D'autres ont des salles pleines toutes les semaines, ça n'est pas mon cas. Un exemple. Aujourd'hui, l'Allemagne a refusé. Ah là, il y a un malaise, c'est autre chose. C'est géré ou pas? Aujourd'hui, l'Allemagne a décidé qu'on ne ferait pas la taxe sur les GAFA. Parce qu'en fait, le ministère de l'économie allemand a peur que si l'Europe s'engage sur la taxe sur les GAFA, les États-Unis rétorquent par une hausse des droits de douane pour les voitures. Si la France était dignement dirigée, si la France était courageusement conduite, alors le président français arriverait à une réunion, à un sommet de Bruxelles, dirait ben, « moi, j'accepte pas ça ». Aujourd'hui, le manque à gagner pour un pays comme la France, en termes de fiscalité des multinationales, juste pour les GAFA, c'est à peu près 2 milliards d'euros. Ben, si nous avions un président digne de ce nom, si nous avions une France digne de ce nom, un gouvernement français digne de ce nom, digne de son histoire, digne des combats et des luttes séculaires qui l'ont amené jusqu'ici, nous dirions, eh bien c'est simple, ces 2 milliards-là, vous ne voulez pas nous les donner, nous les retirons du budget européen et de notre contribution annuelle à l'Europe. C'est ça la dissuasion, c'est ça la résistance, c'est ça le rapport de force. Mais pour le rapport de force, il faut, c'est ma phrase de conclusion, pour procéder à ces ruptures, il faut évidemment des élus déterminés. La liberté est une rupture, et il en faudra des esprits libres, des cœurs vaillants, des caractères vigoureux, des âmes fortes, pour porter ce projet. J'y suis prêt, nous sommes prêts, et franchement, quel bonheur de le faire ensemble. Merci de votre patience.